Bienvenue à tout le monde, c'est parti pour la deuxième traversée du Sahara. Nous étions 4, Jean-Luc, Jean-François et Jean-Louis, donc ça fait beaucoup de gens, hein, je sais, et 2 voitures pour emmener tout ce beau monde. Alors, on va dire les marques, c'était une R18 break, qui était très âgée avec beaucoup de kilomètres, donc on a dû la repeindre. On a fait quelques réparations, renforcements d'usage, puis on avait trouvé une propulsion qui était une marque japonaise. Je me rappelle pas le modèle, parce que je dis le modèle mais je dis pas la marque. Donc c'était, bon voilà, c'était pas la meilleure des marques japonaises, mais enfin, ça faisait l'affaire et j'étais très content d'avoir une propulsion parce que dans le sable c'est quand même très très facile. Pas, on va dire, c'est pas de l'autoroute, mais bon, vous n'êtes pas obligé d'accélérer au maximum, même à 60 à l'heure, en vitesse de croisière, doucement, ça passe. Donc une fois les ajustements faits sur ces 2 voitures, les préparatifs sont beaucoup plus rapides que la première fois parce que voilà, on a retenu plein de choses. Et nous allons pas prendre le ferry, nous allons descendre en voiture et prendre juste le ferry à Gibraltar. Donc, on se retrouve sur l'autoroute normale, départ Marseille, on descend jusqu'à Barcelone. Barcelone, on sort même pas pour pas perdre de temps. On s'est dit, on va dormir sur une aire d'autoroute. On est équipé, on a les duvets, on a tout. Mais il y a tellement de bruit que finalement, la murette qui sert de bas-côté sur le parking de l'arrêt, du stationnement, je me mets derrière pour essayer d'éviter le bruit des voitures. Le lendemain, ils sont équipés, c'est comment ça s'appelle, là, ces arrêts, ces haltes là sur l'autoroute, on peut prendre une douche, tout ça, voilà. Et on poursuit, on descend à Valencia. Alors on est, c'est bizarre comme date, mais c'est le 1er avril. Et on arrive à Valencia, on est surpris de la chaleur pour un 1er avril, il fait déjà 30 degrés. Je parle de 30 ans en arrière, hein. Donc voilà, pour les réchauffistes, c'est une petite parenthèse pour eux. Et on trouve ça génial, douceur de vivre, la plage, tout ça. Un bon souvenir de Valencia, on a trouvé un petit hôtel sympa, on a trouvé quoi passer un bon repas du soir, et on poursuit. Et on descend sur Algeciras, on arrive au crépuscule, le soleil n'est pas encore couché, il nous reste à peu près 1 heure. Les formalités sont relativement bien faites et on embarque et le bateau se détache du quai et là on a une première vision parce que bon, il faut remettre dans le contexte, on quitte un continent, on va sur un autre continent, le soleil se couche et là on a une image, c'est le rocher de Gibraltar, on a le soleil d'un côté et de l'autre côté on se retrouve avec la lune. Voilà. Donc la photo n'a pas fonctionné. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, on pensait avoir une photo un peu unique là. Ça n'a pas fonctionné. C'était bizarre comme truc, mais bon, en même temps, voilà, c'est quelque chose assez original. Et on arrive le soir à Ceuta, donc qui est une enclave espagnole en Afrique. Et on est surpris par l'animation extraordinaire, des bars, des trucs comme ça. Franchement, on se dit ah ben là, on y vivrait bien quoi. C'est bien, mais on ne trouve pas. Je sais pas ce qui se passait. C'est une fête. Bon. On ne trouve pas à se loger. Donc, de nouveau, nuit dans un parking. Alors, les flics arrivent, bon, on leur explique tout ça, bon, bien. Et puis, le matin, bon, pas très frais. On se dirige vers le poste frontière. Voilà, c'est le bordel, là. C'est bon. Arrivé au Maroc, on change de pays. Et on s'en va parce qu'on voulait aller sur l'Algérie le plus rapidement possible. Sur Oujda, on n'arrive pas à passer parce que je sais papier ou la frontière provisoirement fermée, etc. Donc on fait demi-tour. Alors auparavant, on s'était arrêté à Tétouan. On avait, c'est un premier souvenir, c'était un repas improvisé dans un boui-boui, payé pas de mine. Et on a mangé quelque chose d'extraordinairement bon. Voilà. C'était pas, c'est pas le luxe, hein, mais je sais pas exactement ce que c'était. Bon, on a vu ce qu'il faisait comme cuisine, on a dit tiens, ça sent bon, ça a l'air bon. Et voilà, le type faisait, c'est vraiment de la tambou. Mais on sait pas vraiment ce qu'on a mangé. Il y avait de la viande de mouton, je suppose, des légumes, enfin bon, c'était très bon. Donc voilà, on va sur Oujda et puis on passe la nuit là-bas, puis on revient et on va sur Fès. Alors Fès, très beau, on rencontre un guide improvisé comme ça là, très propre, très bien sur lui. Bon, il jouait de ça quoi, il savait que bon, il inspirait confiance et on l'a trouvé très sympa et il nous a guidés. Alors tout ça il était improvisé hein, et il nous promène dans le souk et on a un super souvenir. Et il nous a amené, alors on voyait là les gens qui tannent les pots, bon, ça sent pas très bon, puis après il les teinte. Voilà, c'est pas quelque chose, si vous voulez, qui est fait pour les touristes. On sent que voilà, c'est leur mode de vie, et voilà, c'est ça qui est très agréable. Bon, maintenant, ça a peut-être dû changer. Donc, on repart de Fès et puis on descend pour passer la frontière à Figuide. Alors là, la chaleur, ça commence à taper fort. Les douaniers, la police, enfin, on va dire les officiels sont allongés sur des espèces de lits de camp. Ils essaient de bouger le moins possible. Et alors, ils nous disent, putain, mais alors vous aimez le désert, mais alors nous, si vous savez comme on a horreur d'être là,
pour nous, on ne viendrait pas hésiter, quoi. Et donc, on passe la frontière. Alors, on a été un peu ennuyé parce que ça a duré longtemps. Voilà, il fallait un tampon, mais avec le chef qui l'avait, le chef n'était pas là, il était dans l'armoire, et eux, ils n'avaient pas les clés. Je me rappelle combien de temps ça a duré. Bon, finalement, on a eu ce fameux tampon, on a pu partir. Et nous voilà en Algérie. Algérie, alors pareil, contrôle, machin, etc. Et pourquoi tu as des biscuits, et pourquoi bon. Voilà, on passe les détails et on arrive à s'extirper du poste frontière et on descend plein sud, pas l'autre route. Donc on descend plein sud, on longe un long mur centre militaire qui s'appelle Colombe-Béchar, qui était une ancienne base militaire française. Mais alors, je ne sais pas combien de kilomètres à ce mur, mais ça se pense qu'il ne va pas y en avoir beaucoup dans le monde qui ont une si grande superficie de bases militaires. Peut-être quelques bases, je ne sais pas. J'ai regardé, là, je me suis renseigné un peu, je sais pas trop. Je crois qu'il y a au moins 15 km de long, facile, de murs, au minimum, avec des tours, c'est du costaud. Hein. Voilà. D'ailleurs, ah oui, reparenthèse, ce Colombe-Béchar est resté occupé par l'armée française, d'après ce que l'on m'a dit sur place, jusqu'en 1970. Voilà. Ce que j'ai entendu, voilà, à vérifier. Si vous avez des sources, mettez-le en commentaire. Pour la suite, on continue, on descend, et puis là, la route commence à être ensevelie. Par moments, le goudron est recouvert de sable, mais rien de bien méchant parce que on arrive à passer sans trop de soucis. Voilà. Donc on continue. Et on passe une nuit sur, comment ça s'appelle, Talmine. On veut aller vers le Mali. Donc on passe une nuit là. Et après, donc bon, on visite un peu la ville. C'est rien d'extraordinaire. Je me rappelle que j'ouvre le robinet des toilettes pour me rincer les mains. Et l'eau me tombe sur les pieds. Il n'y a pas de siphon. Bon, pas grand chose à voir dans la ville. Et on file sur Timimoun. Alors là, c'est sympa Timimoun. Bon, pas tout le monde qui va là-bas déjà. On dort dans un hôtel fait d'argile rouge qui a abrité une ou plusieurs nuits la duchesse du Luxembourg, mais ça remonte à un siècle et demi cette histoire. Et beaucoup de roses des sables à Timimoun. Non loin, il y a aussi une prison sans les murs, sans rien, enfin sans murs d'enceinte. On laisse les gens libres parce que de toute façon, il y a nulle part où aller. Donc, comme c'est le désert tout autour, ils risquent pas de s'évader. Et enfin, s'ils ont envie de s'évader, les pauvres vont mourir de soif. Et on déconseille quand même de descendre sur le sud. Alors bon, on écoute d'une oreille distraite parce que les gens sont toujours en train de raconter et d'amplifier les choses. Et nous voilà arrivés sur Regan. Bon, alors la route c'est moyen. Et Regan, on passe une nuit, et pareil, alors là on tape à notre porte, mais non, n'allez pas en pleine nuit, mais non, il faut pas que vous descendiez, etc., c'est trop dangereux, bon. Parce que les gens s'inventent une vie, hein. Ils vous racontent des trucs, ils vous disent qu'ils sont pilotes de chasse, d'autres il va vous dire qu'il est ingénieur, je sais pas trop quoi, mais en fait le type il est rien du tout, il ramasse les poubelles, quoi, hein. Voilà, j'ai mon frère, il est ministre, enfin bon, voilà, c'est que des choses comme ça. Donc c'est bobard sur bobard, faut vraiment toucher du doigt pour voir si c'est la réalité. Et on descend, alors là la route, c'est la piste, hein, donc c'est un mix de sable, et de dur des fois, etc., etc. Et effectivement la frontière est fermée, on peut pas aller sur le Mali, donc c'est rageant parce qu'on a fait le plus dur et enfin, il n'y a pas grand chose après. Donc on remonte et on va traverser plein est, on va donc le désert du sud algérien. On va aller sur Insala pour récupérer la piste qui s'en va de nouveau au sud, qui s'en va sur Indesa. Là, on se retrouve dans des petits villages. Alors bon, c'est la piste tout le long, hein, donc pareil, plutôt du mou, plutôt du sable. Donc on a moins de, ça casse pas quand c'est du sable. On s'ensable, effectivement, c'est ensablé, mais on casse pas parce que c'est doux pour les suspensions, voilà. Et puis bon, la traction passe bien. Donc selon ce que c'est, on fait passer la propulsion d'abord parce que le sable est plus frais. Et puis on dort dans un petit village, il y a une espèce de camping. Alors je saurais pas lequel qui c'est parce que prononce mal et les noms sur les cartes sont en arabe. Donc ça me reviendra. Le nom de ce petit village là, il a une espèce de camping. On passe la nuit dans le camping et le matin il nous invite à venir descendre en ski les dunes. Alors bon, on est intéressé et je crois qu'il s'appelle Ingar, ce patelin là, c'est vraiment tout petit. Hein. Et on est intéressé, mais le souci c'est qu'ils ont des chaussures pour mettre sur les skis, elles sont ouvertes, quoi, elles sont fendues, la chaleur a quasiment brisé le plastique, donc ouais, alors il aurait fallu avoir des liens pour vraiment, ou alors strapper avec de l'élastoplast la chaussure, mais bon, on voulait le garder pour des choses plus urgentes. Et on poursuit notre chemin, avec beaucoup de sable de nouveau, pour arriver à Insala, donc ville que l'on connaît, on se sent un peu chez nous, voilà, on se sent terrain connu, mais la chaleur c'est plus la même. Alors c'était déjà chaud
quand nous étions passés 2-3 ans auparavant, mais c'était novembre, là c'est avril, bien entamé le mois d'avril, et la chaleur, ça dégomme sévère. C'est-à-dire que vous vous levez, vous avez 1 heure d'activité et après vous restez assis toute la journée parce que là il n'y a pas de clim dans l'hôtel. Et pour aller à la voiture, que vous vous apercevez sur le parking, vous dites oh là là, il faut que j'aille à la voiture. Alors le temps de se lever, de réfléchir à aller à la voiture, doit se passer 1 heure. Et quand vous vous levez, vous allez à la voiture, vous revenez, vous avez l'impression d'avoir fait semi-marathon, quoi. Vous êtes épuisé, donc vous rasseyez. Ouais. C'est la ville la plus chaude d'Afrique, donc ça peut monter à 80 degrés. À l'ombre, au soleil, je sais pas combien c'est, mais bon, attention qu'on se fait fendre le crâne. Donc on passe 1 nuit ou 2 à Insala, et puis on continue, on descend sur Tamanrasset. Donc pareil, Tamanrasset on connaît, là on trouve de l'eau pour pouvoir de l'eau cuite, comme la première fois, donc on se verse ça sur le corps. Ça désensable et puis ça repose aussi. Donc nuit camping, voilà, visite de la Sécrème. Et puis on descend tout à fait sur le sud, sur Ingeza. Alors là au milieu, petit problème parce que on est arrêté. Alors savoir que le désert, il y a personne mais on n'est jamais seul. Vous êtes repéré de très loin. Et il y a des bandes de pillards qui sont toujours à l'affût. Et là, on est arrêté par des gens, on ne sait pas trop, pas comme nous qui passons, mais c'est pas les officiels, voilà. Donc ça paraît bizarre. Et c'est la voiture des collègues qui est arrêtée, et je suis au volant, je ne les colle pas. Je m'arrête 50 mètres avant eux. Donc ça fait qu'ils sont en train de discuter avec des types, et moi je fais ronfler le moteur de la voiture. Premier engagé, et aller dégommer le type s'il y a quelque chose qui se passe. Donc là, il n'y a pas d'hésitation. S'il y a le moindre truc, le moindre geste, et le type le sent. En fait, il le sent. Il voit la voiture qui n'est pas venue se mettre à côté pour demander qu'est-ce qu'il y a. Naïvement, la voiture est restée loin et elle est prête à démarrer en trombe. Voilà. Et venir le percuter. Donc la discussion se termine. Ils rentrent dans leur voiture, les types là, et je laisse démarrer les collègues. Et après, je me remets en marche derrière. Voilà. Et donc après, quand on s'est arrêté plus loin, c'était vaseux comme explication, ça tenait pas la route, tu leur demandais des trucs, enfin bon, voilà. Voilà, c'était sentait le coup fourré. Et on continue, et puis on arrive, là on est arrivé assez vite par rapport à la première fois, parce que le collègue en avait déjà refait en plus. On se perd moins, on a moins besoin de mise au point avec les boussoles et les cartes, puisque bon déjà le collègue repère plus. La première fois, on était vraiment, c'était la carte et la boussole, tandis que là, bon, puis la piste, bon, on voit bien que, mais je ne vais pas sur les pistes parce qu'il y a des traces. Parce qu'il y a des traces, elles vont nulle part, et puis les types se perdent. Alors, bon, si vous suivez la mauvaise trace, voilà. Mais bon, la boussole, voilà, c'est près du sud, c'est assez facile. Et on arrive à Ingeza, et là, on commence à discuter. Alors, les types qui disent, oui, mais nous, on peut passer, on peut vendre les voitures, les véhicules de l'autre côté, etc., etc. Bon, en fait, il n'y a rien à faire, on ne peut pas passer. On a perdu 1 semaine, là, presque pas 1 semaine, mais allez, bien 4-5 jours. Oui, la frontière va s'ouvrir, oui, vous allez pouvoir passer. Non, c'est fermé. Enfin, bon, voilà, tous les jours, c'était la même histoire. En plus, les chambres sont occupées ou on ne peut pas, donc on est obligé de camper, on dort dehors. Et il y a les scorpions. Donc on fout des espèces de récipients d'eau. Parce que le scorpion est attiré par l'eau et il vous fout la paix après pendant ce temps. Voilà. Donc on dort, au moment de s'endormir, on n'est pas trop tranquille. On a la spivenem aussi, hein. On est équipé, quoi. On porte pas la fleur au bout du fusil. Et on remonte sur Tam, et en remontant sur Tam, on se sépare de la R18 et on la crame. On la crame dans le désert parce que sinon les pillards viennent et dépouillent tout. Donc bon, voilà, on est obligé de s'en séparer et de toute façon on avait commencé, voilà, il y avait plein de pannes compliquées à réparer. On monte à 4 dans la voiture, la japonaise à propulsion, et on arrive à Tam, et là on remet la voiture, ils sont tout contents, hein, les types là, parce qu'on file la voiture au douanier, donc on la cède pour rien. Mais bon, on la sabote, hein. C'est-à-dire, il n'a pas dû faire beaucoup de kilomètres avec, hein. Voilà, ce qu'on avait foutu dans le réservoir. Ça n'a pas dû, le carburateur, il n'a pas dû aimer tout le moteur, voilà, parce qu'il était content, mais bon, c'est une victoire à la Pyrrhus qu'ils ont eu. Et après, là, une partie compliquée s'engage, c'est de trouver un vol qui va nous ramener soit sur Alger, soit sur le nord. Alors, entre-temps, on a rencontré des Algériens qui vivent, qui sont français, des binationaux, et qui aussi essayaient de traverser le désert comme nous, mais bon, voilà. Donc, ils ont été embarqués dans une galère. Bon, après, on a sympathisé. Ils nous ont dit, voilà, si nous sur Oran, on connaît, et après, là-bas, je vous garantis qu'on arrivera à avoir un vol pour la France. Donc, voilà en train d'essayer de négocier pour payer un vol, etc., etc. Rien à faire. Alors, faut savoir aussi que pendant cette période, elle était très trouble. Il y avait énormément d'attentats du GIA.
On n'en parlait pas encore en France. Après, c'est arrivé après en France, mais il y a eu quelques mois il a fallu, avant que ça prenne de l'ampleur, il a fallu quelques mois. Et donc, nous, on était au cœur du problème. Et chaque fois, les contrôles routiers, ils étaient impressionnants. On se fait braquer à la mitrailleuse 12-7. Le type qui contrôle les papiers avec la Kalachnikov dans les mains. Alors, en même temps, il a la Kalachnikov. Et puis, il tourne les pages de votre passeport. Alors, vous êtes même, sur un contrôle, j'ai poussé le canon du fusil pendant qu'il veut contrôler. J'ai dit, moi, le canon du fusil, il est à 50 cm de moi, ne préoccupe pas trop du... Non, il m'a dit, je maîtrise, je ne doute pas, mais fait, bon, voilà, si le canon, il pouvait être braqué sur le côté, ça m'irait bien. Et on peut pas rentrer dans l'aéroport. On essaye parce qu'on est dans le même hôtel personnel d'aviation, type de la ligne intérieure. Et on arrive à discuter avec un pilote et il nous dit il faut voir le commandant de bord parce que c'est complet, les vols sont complets, il n'y a pas de place. Et le commandant de bord, il pourra peut-être vous faire avoir 2 places. Et bon, on a essayé de discuter et le mec ne nous a même pas calculé. Voilà, il faut savoir que ce continent, quand quelqu'un a un petit pouvoir, voilà, il écrase tout le monde. Donc vous êtes en position de faiblesse et de demande, donc pas dans la coutume de prendre en considération la personne qui est faible, on l'écrase. Donc il ne calcule pas, il ne répond pas, et alors on y va au bluff, on va à l'aéroport, et on passe le premier barrage en disant oui, mais on connaît le commandant, il nous a dit qu'il y aurait une place pour nous, donc on rentre, et sur la piste de l'aéroport, le type, pareil, bon, il nous ignore, donc on se fait foutre dehors, mais là, pareil, Kalachnikov, braqué avec le fusil d'assaut, et donc on est refoulé de l'aéroport. Finalement, on a trouvé quelqu'un par intermédiaire qui connaissait une agence. Bon voilà, c'était compliqué, tuyau à gaz, mais on est arrivé à avoir les billets et à embarquer. On se retrouve à Oran, on s'est séparé des 2 autres collègues et on se retrouve avec les Algériens. Alors, les autres collègues devaient avoir un billet le lendemain, qui était prévu. Mais eux, ils avaient un billet pour Alger. Nous, on se retrouve à Oran. À Oran, les types qui nous avaient dit qu'ils connaissaient tout le monde, en fait, ils connaissent personne. Et on se retrouve à l'aéroport et ils nous ont dit, putain, vous avez mis la révolution dans l'aéroport. On a fait les pieds et les mains, on essayait de voir tout le monde, etc., etc. Bon. Finalement, retour à l'hôtel, et puis là aussi, à droite, à gauche, en demandant, il s'est fait amener dans une agence qui connaissait quelqu'un. Enfin, bon, voilà, on a réussi à avoir 2 billets d'avion, mais pas pour tout de suite. Il nous a permis, on était à Argeux. Alors Argeux, c'est une grande raffinerie de gaz, une des plus grandes du monde. Voilà. On était hébergé chez ces Algériens, il n'y avait pas d'eau courante. Donc, ils nous ont amenés au bain public. Et on s'est baigné, on a pris la douche au bain public d'Argeux. Alors, ça paraît, c'est un truc qui datait, qui a été construit il y a plus d'un siècle avant. Et puis, on repart sur Oran. Mais, alors, avant de repartir sur Oran, le soir, dans Argeux, on se dit, on va téléphoner pour avertir parce qu'on avait dépassé notre temps prévu de séjour. Et il fallait se mettre en rapport avec nos employeurs respectifs, donc j'appelle la famille, et il me dit, bon, on est coincé, on va arriver, on ne sait pas quand, théoriquement c'est prévu tel jour, mais bon, donc avertis le bureau, voilà. Et je vois, pendant que je téléphone, dans la cabine, je vois une 604 qui arrive à tout berzingue, mais le type ne maîtrise pas du tout la conduite. Il fait des grands zigzags sur la voie semi-rapide. J'ai dit, mais il vient sur la voiture, il vient sur la cabine, ce mec. Et donc, je sors, je m'en suis dans la cabine, et effectivement, le type a percuté la cabine, alors la cabine a explosé littéralement. Il est allé il a traversé le mur, il y avait une espèce de mur de parpaing, il a traversé le mur de parpaing, et il est allé se planter sur un pylône. Alors celui-là, le pylône était solide, une espèce de réverbère, et ça a ouvert le capot de la voiture avant, quoi. Ça a fait une flèche devant. Et alors le type, on est allé voir comment il était complètement ensanglanté, il y avait une gamine en plus dedans, et de ce coup, il y avait 30 personnes autour du truc. Alors un qui voulait sortir par la portière de gauche, l'autre par la portière de droite. J'ai dit, mais arrêtez, vous allez le tuer, là, vous allez le finir, quoi. Et tout le monde tirait, et puis le collègue m'a dit, non, mais viens, écoute, c'est bon, hein, laisse-le, il n'y avait personne qui veut rien entendre. Alors, je sais pas ce qui est devenu, pour un mec, là, et la gamine aussi, elle était consciente, elle était choquée, mais assommée, mais bon, vivante, voilà. Alors, je sais pas ce qui est devenu de ces gens. Et on repart, donc le soir, on passe la nuit, et puis le lendemain, on prend le vol, alors pareil, voilà, aussi. Panique pas possible, tout le monde essaie de passer devant. Il y a une grosse pouffe là, qui bien entendu ultra maquillée, de l'air de dire moi je suis au-dessus de tout le monde. On devait connaître quelqu'un, on a doublé tout le monde, toute la file, et on a réussi à embarquer et arriver à l'aéroport de Marseille-Marignane. Pareil, ça lâche la tête. Et quand je vois le mec de la police des frontières, je dis, celle-là, si vous pouvez lui casser un petit peu les pieds, là, parce qu'elle nous a fait, je le fais court, hein, voilà. Elle a retardé tout le monde là-bas à l'embarquement, ça a duré 2 heures, elle a fait son esclave, on a fait, c'est bon. Voilà. Donc, il a dit, c'est bon, on va s'en occuper. Et parce que, pareil,
jeter un regard, on était passé la première là-bas à Oran, jeter un regard de manière de dire je suis ultra supérieur à vous, voilà. Et là, bon, quand on est sorti, quand elle était dans la file d'attente, qu'elle attendait pour passer, on s'est permis de lui jeter un regard pareil. Il faut pas, voilà, l'accueil, et vous allez avoir des accueils fabuleux, vous allez rencontrer des gens fabuleux, et puis d'autres qui vont être horripilants. Voilà. Donc il faut pas les louper. Voilà, c'est œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Et donc le séjour, on a fait plus de désert, peut-être plus de pistes que la première fois, pas arrivé à franchir complètement. C'était un peu rageant pour ça, et puis surtout pas réussi à vendre les véhicules. Donc après ça a été fini. Dire on était les derniers, là après la porte a été fermée et ça a perduré jusqu'à maintenant, jusqu'à nos jours, on peut plus passer quoi. Et c'est des trucs qui ne se font plus. Et il y avait, comme je le disais, sur mes voyages, il y a des gens qui gagnaient leur vie avec ça quoi. Beaucoup de débrouillards faisaient ça en permanence et bon voilà. C'était un bon plan qui s'est terminé. Et bon, on a perdu beaucoup parce que le prix des voitures était dérisoire et ça nous a aussi permis de visiter, de rencontrer des lieux qui étaient somme toute exceptionnels quelque part et qui sortaient vraiment des sentiers battus. Voilà, nous allons passer au conseil pratique. Bon, donc on commence par le Maroc. On va le faire dans l'ordre. Il vous faut un passeport en cours de validité qui, en général, demande à ce qu'il soit valable 3 mois après la date de retour. Donc, c'est un peu moins que les 6 mois habituels. Pour ce qui est de la santé, alors là, c'est quand même quelque chose d'important. Alors, il n'y a pas de vaccination à proprement dite exigée. Mais on est enclin à faire celles qui sont conseillées et elles seront de toute façon utiles par la suite si vous continuez à voyager. Bon, mais il y a le tétanos, la polio, la coqueluche, la diphtérie, la rougeole et on peut conseiller aussi l'hépatite B. Alors après, il y a les maladies qui sont transmises par l'eau et l'alimentation. Alors ça, on va le rencontrer voilà, au Maroc, enfin on va dire au Maghreb. C'est l'hépatite A, elle est assez classique. Alors en Algérie, dans le sud, je le ressoulignerai, mais vous avez des grandes jarres d'eau avec une louche et tout le monde boit la louche. Voilà. Ou alors on pose un broc d'eau sur la table et tout le monde boit au broc d'eau. Bon là, honnêtement, n'y touchez pas parce que c'est bon, c'est officiel, vous allez choper l'hépatite A. Alors, pour les séjours prolongés, et puis conseil avec des conditions d'hygiène alimentaire précaires, vous pouvez vous faire vacciner pour la typhoïde. Si vous faites des séjours en zone rurale et des séjours assez longs, vous pourrez faire la rage. Si vous avez déjà fait la rage et que votre vaccin est, on va dire, périmé, faites quand même un test avant de vous refaire une vaccination. Il se peut que vous ayez les anticorps suffisants, donc c'est pas la peine de refaire une vaccination. Pour la nourriture, les viandes, c'est cuit, hein. Voilà, donc couscous, tagine, méchoui, etc. Voilà, tout ce qui est cru, vous enlevez. Le lait cru, vous évitez aussi. Bon, je vois pas pourquoi, c'est vraiment très rare. Voilà, c'est dans le cas que vous soyez à la campagne. Voilà, touchez pas le lait qui a pas bouilli. Il peut y avoir aussi avec le lait, bon, c'est plutôt répandu chez les gens qui restent un séjour prolongé, la brucellose. En cas de diarrhée, vous courez chez le docteur, surtout si vous avez du pus, du sang, etc. et que vous avez la fièvre. Si vous avez, on va dire, juste une courante, vous pouvez prendre quelque chose comme le charbon, qui est souvent, alors il y a du charbon belloc là, et il peut être aussi associé avec un antibiotique, c'est vendu en même temps. Aussi, si vous avez des rapports, bon, n'oubliez pas qu'il y a le sida. Pour le reste, évitez, classique en Afrique, enfin, on va dire toutes les zones tropicales, les eaux stagnantes, de vous baigner dedans, même de marcher pieds nus, parce que voilà, il y a des vers, des parasites qui peuvent pénétrer par la plante des pieds. Vous évitez de toucher les animaux domestiques, chiens errants, etc. Les chats, vous savez que les pharmacies marocaines sont bien approvisionnées et les médecins ils sont compétents. Et qui plus est, pour tous ces types de maladies que vous n'allez pas rencontrer dans votre zone, on va dire, habituelle, eux, ils sauront détecter ce qui se passe. N'oubliez pas, contre les moustiques, il vous faut un bon répulsif, et je le dis et je le répète sans arrêt, l'huile essentielle de citronnelle et la panacée. Pour ce qui est encore, voilà, je redis les vaccins, des TCP, hépatite B, hépatite A, etc., fièvre jaune recommandée. En cas de séjour et d'hygiène alimentaire un peu olé. Les meilleures saisons pour voyager, bon, pour moi, c'est le printemps, et c'est souvent le cas pour
beaucoup de pays. Et là, c'est aussi, ça colle bien. Et nous y étions d'ailleurs au printemps. Enfin, le printemps déjà un peu bien entamé. Alors après, le Maroc est très varié comme climat parce que c'est un pays avec des montagnes qui sont très hautes. La classe et l'eau à classe. Vous avez une partie méditerranéenne qui change de la partie atlantique. Voilà. Vous avez Marrakech, Fès, Meknès, Rabat. Au printemps et l'automne, c'est pas mal. Pour les régions sahariennes, entre octobre et février. Voilà. Ben, nous, on avait dépassé, compris. Le climat, comme je vous ai dit, ça varie. L'Atlantique, alors, et ça ira. L'hiver est doux. Les étés chauds et beaux. Par contre, petit bémol, le mois d'août. Vous avez un vent frais, très humide. Alors, après, Agadir, chose qu'on ne dit pas souvent, il y a du brouillard, surtout le matin. Vous levez, vous voyez rien. Et puis, l'après-midi, quand vous allez vous baigner, zut, la mer est partie. Et puis, elle est très loin. Voilà, c'est les joies de l'Atlantique. Ensuite, je sais que je vais me faire taper dessus quand je dis ça, mais bon, voilà, c'est comme ça. Quand vous passez la classe vers le sud, alors le climat, c'est le désert. Au nord, vous savez, le climat méditerranéen, donc il fait chaud dans les villes côtières dès le début, au printemps. Voilà, ça commence, le climat du Rif, c'est un peu plus frais. Les hivers sont rigoureux dans le Rif. Vous avez aussi du brouillard, surtout en montagne. Les écarts de température sont importants dans les journées. Voilà. Donc je répète, Agadir, Fès ou Ouarzazate, alors brouillard à Agadir, je le redis. Température en moyenne 17 degrés. Et vous avez aussi un vent sec et brûlant qui souffle du désert qui s'appelle le Chergui. Je passe à l'argent. Alors, argent, la banque, le change. Alors, la monnaie, c'est le dirham. En 2023, à peu près 24, ça valait pour $1, c'est 10 dinars. Et c'est à peu près toujours le même taux depuis des années. Cette monnaie n'est pas convertible. C'est pas une devise. Vous devez la changer au départ à l'aéroport quand vous revenez pour pas vous avoir ça sur vous. Bien entendu, vous savez, vous doutez bien que le taux de change au retour à l'aéroport, vous allez vous faire enfler, quoi. C'est pas bon. Dans certains hôtels, vous pouvez changer, mais c'est pas un bon taux de change. Il vaut mieux changer dans les banques ou dans les officines de change. Dans les villes importantes, il y a beaucoup, justement, de ces bureaux de change qui sont attachés des fois à une banque, des fois non. Ils sont indépendants, c'est pas mal. Les banques, quand elles font le change, savoir que les horaires, c'est plus court, moins étendu que les bureaux de change. C'est ouvert, on va dire 5-6 heures par jour. Mais n'hésitez pas à comparer parce que les taux varient vraiment d'un endroit sur un autre et souvent ils sont exempts de commission. Alors, quand vous changez avec les retraits en espèces par les cartes, c'est moins avantageux et parce qu'il y a des frais. Évitez aussi de changer à l'aéroport, pareil, dans les retraits automatiques. Les billets que vous allez avoir sur vous pour les euros ou les dollars, vérifiez qu'ils ne soient pas déchirés, qu'ils soient neufs, etc., etc. Sur les dollars, c'est assez fréquent qu'il y ait des taches. Alors, les distributeurs, ils sont nombreux, les cartes acceptées, à peu près toutes Visa, Mastercard, mais la Visa, elle est quand même mieux acceptée, pardon. Et vous pouvez aussi payer dans les hôtels, les restaurants avec votre carte. Mais alors là, vous allez rentrer dans la danse des commissions. En général, vous avez 3,5 chez le commerçant, puis en hôtelier, le restaurateur. C'est systématique au distributeur. Ils ont une commission de 2, plus une partie de fixe entre 3 et 6 euros. Voilà, plus la commission de votre banque. Donc, en résumé, vous prenez du liquide. Et puis, si vous allez à un distributeur, essayez plutôt un distributeur d'une agence bancaire, soit à côté de l'agence bancaire et plutôt pendant les heures d'ouverture, au cas où votre carte serait avalée. Et évitez de changer un dimanche si le lundi vous partez pour une autre ville. Si votre carte est avalée, c'est mort. Voilà, donc petit truc de bon sens. Pour le budget, au Maroc, prévoyez, je fais un budget moyen, sans gros excès. Par jour pour 2 personnes, ça tourne entre 80 et 100 euros. Voilà, entre 300 et 500 dinars, le chambre, un petit déj, 4 repas, quoi. Pour 2 personnes en chambre double, alors après, ça dépend des villes, hein. Marrakech, Fès et Essaouira, c'est un peu plus cher. Prévoyez un tiers de plus, quoi, entre un quart et un tiers de plus. Pour les riads à Marrakech, alors on a fait 3 trucs, 3 paliers, prix éco, prix moyen, prix standing, donc 25 euros pour l'éco, pour le prix moyen entre 25 et 50 dinars, 25 et 50 euros, ce qui équivaut à 250 à 500 dinars pour les prix moyens. Pour le bon marché, le prix éco, c'est à peu près 25 euros, 250 dinars. Et pour le prix standard, pour la catégorie supérieure, entre 500 et 1000 dinars, ce qui équivaut à 50 à 100 euros. Vous avez vu, c'est 1 x 10, c'est assez facile.
pour les restaurants. Donc, on fait 4 catégories économiques, on va dire bon marché, moyenne et standing. Donc, 5 $ pour la première, pour la deuxième, 5 à 10 $. Pour la moyenne, 10 à 18 €. Enfin, je vous dis dollars, euros, bon, c'est à peu près pareil. Et le standing, 18 à 25 €, $. Les achats, on passe pour les achats, les souvenirs. Alors, l'artisanat, vous allez vous faire plaisir parce qu'il y en a partout, il y en a à foison. Et les artisans marocains sont réputés, notamment dans le travail du cuir. C'est eux qui ont apporté ce fameux travail, ce savoir-faire à l'Espagne. Alors après, on va pas se mentir, il va falloir marchander. Une petite astuce, c'est quand même de demander le prix à des Marocains avant, au portier. Voilà, demandez-le à des gens, tout le monde ignore. Votre femme de chambre, le portier, des petites gens, voilà, qui eux seront très contents parce que en général, personne ne parle vraiment avec eux. Donc voilà, ils se feront plaisir de vous renseigner. Si vous demandez le prix au chauffeur de taxi, c'est déjà plus pareil. Voilà, parce que sinon, vous allez marchander, vous allez payer le double du prix quand même. Le racisme fait son petit travail, voilà, il faut le dire. Et donc, évitez, alors quand vous marchandez, n'allez pas directement sur le produit que vous voulez. Demandez des prix à droite à gauche sur des articles qui vous intéressent pas. Ça vous fera baisser la tension parce qu'ils vont vous observer, ils sont physionomistes, ils savent vos émotions, ils vont les lire, c'est un métier. Voilà, donc les produits, vous avez les tapis, vous avez les plateaux, les cuirs, je l'ai dit, les thym, les bijoux, l'orfèvrerie, les poteries, les couvertures en laine, elles sont bien, elles sont chaudes, tout ça, les tissus en coton, bois travaillé, les minéraux, les produits, alors aussi les produits de santé, puis pour de beauté, notamment cette fameuse huile d'argan, les épices. Voilà, bon, si vous ramenez des souvenirs, voilà, il y a plein de, ça se vend, ils font des sachets déjà tout faits, bois travaillé, la vannerie, etc., etc. On va passer à l'hébergement. Donc, il est possible pour ceux qui sont en camping, ça a été notre cas, mais c'est quand même, on va dire, très, très rousse, très basique. Il y en a quelques-uns qui sont bien aménagés, mais c'est juste le minimum, hein, c'est douche, WC, voilà, faut pas demander plus. Et puis, les campings sauvages, c'est interdit par la loi. Donc, comme ça, c'est vite fait. Vous avez beaucoup de maisons d'hôtes, des auberges avec des petits prix, vous pouvez dormir sur le toit, c'est sympa, ça évite de prendre des chambres climatisées, c'est pas mal. Vous pouvez avoir le duvet quand même, ou alors s'ils ont des couvertures, mais enfin les couvertures, il se peut qu'elles soient un peu douteuses. Si vous êtes en voiture et que vous avez des camping-cars ou des choses, prévoyez des recharges de bonbonnes de gaz parce que c'est pas les mêmes. Voilà. Vous avez aussi une autre solution économique, il y a de plus en plus d'auberges de jeunesse privées qui sont un peu mieux que les officielles. Voilà. Vous pouvez avoir des chambres individuelles. Donc c'est une option assez intéressante. Alors, on va passer pour les hôtels. Attention avec les réservations. Vous reconfirmez votre réservation si vous pensez arriver tard, surtout si vous pensez arriver tard, et vous téléphonez à l'hôtel et vous enregistrez la conversation avec votre téléphone portable. Si ça fonctionne pas, vous enclenchez la capture vidéo écran, ou alors si vous êtes deux, il y en a un qui enregistre pendant que vous parlez à l'hôtel. Après, en hiver, pensez à que des hôtels standing qui sont chauffés et pas vraiment, hein, ça dépend des fois. C'est un peu au petit bonheur la chance, mais pour les autres, vous allez vous geler. Dans le sud, vous avez aussi certains petits établissements, ils peuvent vous monter une tente berbère dans le jardin. Et c'est pas mal. Faites gaffe à un truc aussi, c'est l'appel du muezzin. Et là, vous pourrez pas dire, ah ben moi ça me choque en tant que, là ça marche pas là. Boule pièce, voilà, boule pièce, parce que si vous y avez pas fait gaffe et que vous êtes arrivé de nuit, voilà, donc ça a pété à 4 heures du matin et ça surprend parce que ça peut être fort. Donc boule pièce. Après, dit la sécurité. Donc la sécurité, c'est un pays qui est quand même. Après, il peut y avoir du chapardage, du vol. Ne laissez pas les choses dans le véhicule. Voilà, ça c'est un classique. Si vous avez loué votre voiture, que vous êtes venu avec votre voiture personnelle, quand vous allez vous garer, faites bien attention que ce soit pas interdit. Et puis s'il y a un gardien, n'hésitez pas. Vous lui ferez gagner quelques petits sous. Alors c'est entre 5 et 10 dinars pour une journée, entre 15 et 30 dinars pour toute une nuit. Et lui, il va vous la surveiller. Vous ferez travailler quelqu'un plutôt que donner benoîtement à une ONG avec l'argent, vous ne saurez jamais où il va et il finira jamais chez les gens de conditions modestes. Après, chacun fait comme il veut. C'est mon opinion. Procédure en cas de vol. Si vous faites chaparder quelque chose, bon, bien entendu, voilà, vous portez vos sacs à dos devant vous, la banane devant vous, pas de trucs dans les poches derrière. Voilà, vous êtes grand, vous savez ce qu'il faut faire. Donc, en cas de perte de vol, vous allez à la police. Bon, attention, si vous tombez samedi, dimanche, ça va être compliqué. La Sûreté nationale aussi, qui peut vous faire l'attestation parce qu'elle va vous être demandée par
votre assurance si vous avez un vol important et qui soit traduit en français ou délivré en français parce que c'est une langue qui est quand même couramment utilisée et notamment dans l'administration. Une fois vous avez votre déclaration en main, si on vous a fauché le passeport, direct au consulat pour faire les démarches. Alors après, il y a, on va dire, les embrouilles, les arnaques, tout ça. Donc ça va être des voitures qui se mettent en panne, qui vont vous demander de venir, qui vont vous dire attention, il y a un nouveau un dirham qui est sorti. Bon, c'est des petits trucs fumeuses. Bon, c'est quand on vous propose un service, demandez le prix. Si le mec vous dit non, mais ça on verra après, non. Vous demandez le prix immédiatement parce qu'après ça va être une histoire non plus. Surtout voilà, c'est le mot qui s'arrangera. Ça doit vous faire un tilt. Hein. La lumière rouge immédiatement. Fixez toujours les prix à l'avance. Il y a sur internet comme partout, vous avez laissé traîner, vous avez donné votre email à quelqu'un, donc vous allez être sollicité. Vous tapez en touche, vous ne répondez pas à des sollicitations par internet. Dans les souks, il y a quand même la police touristique qui a fait le ménage par rapport aux rabatteurs. Alors ils sont repliés sur les gares, à l'entrée des Médina. Pareil, ils sont assez collants, mais vous pouvez faire, nous ça a été le cas, tomber sur quelqu'un de fabuleux. Donc voilà, c'est un peu le feeling. Si vous avez plusieurs personnes qui vous tournent autour et qui vous harcèlent, là ça veut dire que vous avez une tête de pigeon. Donc il va falloir que vous soyez bref d'un seul coup et que vous arrêtiez tout le monde et que vous partiez tout seul, quitte à prendre quelqu'un plus loin. Pour les voyageuses, essayez de porter des vêtements amples. Voilà, évitez. En fait, moi, j'ai envie de dire, habillez-vous comme vous avez envie de vous habiller. Après, c'est sûr que vous allez avoir une certaine pression. Alors, si vous voulez éviter la pression, portez des vêtements amples. Voilà. Pour ce qui est des drogues, alors les adeptes du chichon, la consommation du chichon, c'est entre 8 et 10 années de tôle. Voilà. Peut-être ça risque de vous faire une petite cure de sevrage. La sexualité. Alors, sachez que le Coran interdit formellement les rapports sexuels en dehors du mariage. Donc, les Marocains, ils se marient le samedi, puis divorcent le lundi. Voilà, c'est comme ça qu'ils font. Hein. Donc, si on vous chope dans un hôtel avec une Marocaine, tout le monde va morfler. L'hôtelier, tout le monde. Voilà. Alors après, il y a des billets qui vont se glisser à droite et à gauche, et ça fait tourner le commerce. Voilà. Et donc, tout le monde mange. Voilà, donc ça va se résoudre avec ça, avec du pognon. Voilà, donc c'est un peu une institution là-dedans. Faites gaffe aussi si vous voulez vous marier. Vous savez que la conversion à l'islam est obligatoire pour un mariage. Donc voilà, vous êtes avertis. On va passer au transport. Pour les bus, ils sont pas mal, il y en a partout. Contre, il faut que vous demandiez chaque fois un reçu au titre de transport parce que vous allez contrôler, etc. Et puis au moins vous serez sûr du prix qu'on vous donne. Vous avez 3 grandes sociétés de bus. Donc vous avez Satas, Supratour et STM. Puis après il y a les petites compagnies locales. Vous avez aussi quelque chose, en général, les bagages il y a une petite facture en plus. Il y a un coût, on va dire 5 dirhams par bagage. Mais s'il fait plus de 10 kilos, vous aurez un prix supplémentaire à payer. Bon, renseignez-vous avant de monter, ou si vous réservez votre billet à l'avance, vous le dites, voilà, qu'il n'y ait pas de surprise le matin, et que le type, vous n'ayez pas un coup de pression qui vous dit, ouais, ça fait 50 €. Voilà. Les cars locaux, n'oubliez pas qu'ils s'arrêtent partout. S'il fait très chaud, essayez de prendre le bus très tôt le matin. Et puis, n'oubliez pas de prendre une boisson avec vous. Vous avez cette compagnie, la CTM, qui va un peu partout sur tout le Maroc. Mais, je répète, il vaut mieux réserver 24 heures à l'avance. Là aussi, Supratour va là où le train ne va pas et c'est pas mal. La SATA, c'est plutôt pour le sud. Il y a une autre chose, c'est le stop. C'est une pratique qui est quand même répandue chez les Marocains, moins chez les touristes. Il y a un truc qui est pas mal à faire, c'est d'aller dans les stations-service et de repérer les touristes qui ont une voiture et demander s'ils peuvent vous déposer à un endroit. En général, ça passe bien, puisque c'est à la station-service, ça vous permet de discuter un peu et puis d'échanger. C'est un truc pas mal. Nous, on a failli dépanner quelqu'un comme ça, mais ça s'est pas fait parce qu'on n'est pas au même endroit. Puis on jugeait la personne acceptable. Voilà, si vous êtes propre sur vous, maintenant, si vous sentez la fumette à 3 km, peut-être que vous risquez d'essuyer un refus. Donc, vous, en tant que, si vous êtes automobiliste, méfiance aussi avec les stoppeurs que vous allez prendre. Vous pouvez
pouvez rendre service aussi. Les taxis, il y a des petits qui n'ont pas le droit, alors les petits taxis, ils n'ont pas le droit de sortir des villes, ils sont pas très chers. Demandez s'il y a un compteur et demandez qu'il enclenche. S'il veut pas, c'est simple, vous descendez. En général, c'est 2 dirhams pour une journée, 3 dirhams la nuit pour la prise en charge. Mais dans les grosses villes, ça monte à 7-10 dirhams. Voilà, même si vous faites un petit part. Si vous prenez devant un hôtel de grand standing, vous allez payer un prix fort. Voilà, parce que vous sortez d'un hôtel, vous êtes supposé d'avoir de l'argent, donc vous allez avoir un tarif pour les gens qui ont de l'argent. Donc il vaut mieux cheminer un petit peu, prendre son taxi un peu plus loin que l'hôtel. Après, autre chose, si le taxi commence à vous embrouiller, vous dit au milieu, oui, mais j'ai oublié, il y a une majoration, nanani, nanana, et puis il vous a mis le tarif de nuit alors qu'on est au plein jour, et puis il veut pas le baisser, il vous dit que c'est le bon tarif. Vous ne dites pas de problème, on va aller directement à la police. Alors là, ça va s'arranger immédiatement, bien entendu. Vous savez, c'est international. Les taxis n'ont jamais la monnaie. Voilà, donc il faut avoir la monnaie. Sinon, vous lui dites avant et vous lui demandez combien c'est. C'est combien ça. Et voilà, j'ai un billet de temps. Vous donnez le billet à la fin. 3 personnes dans le petit taxi. Avec les enfants, pas plus. Les grands taxis. Alors en général, ce sont de vieilles Mercedes et ils prennent 5 à 6 personnes. En attendant, ils attendent que ça soit plein. Ou alors vous payez les places. Si vous êtes 4, si vous êtes le 5e, vous payez pour le 6e et il va démarrer de suite. Voilà, il y a un courtier qui va vous donner un ticket aussi. Les voitures de location, c'est, comment dirais-je, une option à envisager parce qu'elle permet d'aller dans des endroits où vous ne pourrez pas aller avec le bus, tout ça, et puis vous êtes autonome. Voilà, alors il y a les loueurs internationaux au Maroc, et puis après il y a des loueurs marocains qui sont fiables et qui ont des prix plus attractifs. Maintenant, il va falloir faire attention et être très vigilant. Alors, vous avez votre contrat assurance. Vous savez que si vous allez rouler sur une route non goudronnée, votre assurance s'arrête. Voilà, ça c'est à savoir, donc attention. Si vous louez à l'étranger, vous devez recevoir un email avec le maximum d'informations, les prix en TTC, incluant les assurances, le kilométrage, si le véhicule doit être nettoyé ou s'il faut que vous le rendez nettoyé. Et aussi à l'aéroport, des fois, il y a une taxe de prise en charge. Donc, tout doit être noté. Et si vous repartez d'un autre aéroport, ça aussi, vous demandez quel est le prix, quel est le coût, ça s'appelle un drop-off. Donc, tout doit être noté. Au moment de la prise du véhicule, les loueurs vont vous demander une carte pour régler la location et bloquer votre caution. Alors attention, si vous signez sur une facturette, vérifiez que le montant soit marqué dessus et coïncide avec ce qu'on vous a dit. Sinon vous signez pas, vous donnez pas votre carte. Enfin, voilà. Insistez aussi pour récupérer cette facturette à la remise des clés. Bon, on va essayer de freiner, de pas vous la donner, tout ça, parce que sinon vous allez perdre votre caution. Donc, soyez vigilants là-dessus. Concernant l'assurance, vous avez une franchise. En général, elle est de 600 € pour la catégorie A. Les grandes compagnies, elles vont vous demander jusqu'à 1500, voire pour les K4 et les SUV. Alors là, c'est costaud, on va dire que c'est excessif. Mais renseignez-vous avant de partir, car la caution est bloquée sur votre carte. Et votre montant de votre plafond, si vous l'avez pas fait débloquer avant de partir, ça va pas passer. Donc ça peut vous empêcher de louer le véhicule. Voilà. Donc ça, c'est des choses à vérifier avant de partir si vous louez avec un grand loueur de voitures, à voir aussi avec votre banque. Vérifiez le tout sur la voiture. Vous l'inspectez et vous la filmez. Vous la filmez comme ça, au moins il n'y aura pas de doute. Et en même temps, vous filmez le vendeur. S'il ne veut pas se faire filmer, vous demandez à ce qu'il monte le contrat avec sa main devant la voiture et vous filmez en même temps partout avec la plaque minéralogique, etc., etc. Voilà, vous êtes dans une partie du monde où c'est quand même institutionnel, pinaillage, donc soyez pinailleurs. Vérifiez le niveau d'essence. En général, il doit être plein, donc ils vont pas vous faire le plein. Il va être aux 3/4 vide. Et puis quand vous allez la rendre, en général, il va falloir que vous ayez à peu près le même truc. Alors souvent, vous avez toujours un peu plus. Alors lui, il va avoir le sourire, il va avoir la banane, et puis il va se charger de vider le réservoir pour le louer vide au prochain qui va arriver. Voilà. Après, pour la conduite, c'est le bordel. Ça double n'importe où, n'importe comment. Les mecs, ils démarrent sans regarder le rétro. Ils ont aucune notion des distances entre les véhicules. Ils changent, ils bifurquent à droite, à gauche. Il n'y aura pas de clignotant, c'est une option. Les types en face de vous, ils vous viennent dessus parce que il y a un trou dans la
chaussée, donc c'est vous qui allez vous déboîter sur le côté pour le laisser passer. En général aussi, il va rouler au milieu s'il est plus gros que vous, parce qu'il sait que vous allez vous garer. Les piétons, au dernier moment, ils vont traverser, et puis personne ne regarde à droite et à gauche avant de traverser. Voilà. Il regarde à l'endroit où il veut aller. Surtout si c'est une personne qui n'a pas l'habitude, qui n'est pas un conducteur. Il faut savoir que 3/4 des gens, ils ne conduisent pas. Donc, pas cette notion-là. La nuit, essayez de conduire plutôt le jour, sauf cas de force majeure. En dehors des villes, donc là, vous avez la faune locale, vous avez des dromadaires, des moutons, des vaches, qui se mettent au bord de la route, parce que quand il fait chaud, le déplacement d'air, ça fait du vent. Voilà, donc klaxonner comme un fou tout le temps. Même quand il y a des animaux, pour tout le temps. Il y a des gens qui passent, les gosses. Les gosses, ils courent, ils ne regardent pas. C'est vrai qu'un enfant n'a pas la vision développée d'un adulte. Hein. Il ne voit pas sur les côtés, un enfant. C'est pour ça qu'il est souvent surpris au niveau des voitures. Et bien entendu, il ne regarde pas à droite et à gauche. Là-bas, c'est pas très répété par les parents. N'oubliez pas que les routes du Maroc sont parmi, hélas, les plus dangereuses du monde. Voilà, c'est là où il y a le plus d'accidents. Par contre, les routes par elles-mêmes sont en bon état. Il y a depuis quelques temps, par rapport à nous, à notre époque, c'est un effort qui est notable. Et il y a aussi des constructions d'autoroutes, il y a des belles routes secondaires, pas mal. Voilà, il y a des gros efforts qui ont été faits. Limitation de vitesse, c'est 100 sur les routes, 120 sur les autoroutes, 50 dans les villes, 40 dans les centres-villes, les hypercentres. Les panneaux, c'est un peu au bonheur à chance. Alors, dès que vous allez vous garer, il y a toujours un gardien qui arrive. Vous avez un horodateur, mais si c'est un gardien, normalement, il n'y a pas d'horodateur. Voilà, vérifiez les deux. Comme c'est un horodateur, soyez ponctuel, parce que vous allez avoir une amende, voire la mise en fourrière, donc c'est pas rigolo. Dans les villages, c'est pas toujours visible les panneaux, donc si vous avez des trottoirs zébrés de rouge et de blanc, ça veut dire que c'est interdit. Je passe à l'électricité, donc pas de problème, c'est du 220. Les ficherons aussi, donc voilà, c'est bon, pas besoin de mettre un adaptateur. Pour qu'est-ce qu'on a à dire, les ouvertures des magasins, c'est les horaires classiques de magasins. Attention, le vendredi, c'est comme le dimanche, hein. Voilà, c'est fermé. Bon, les centres touristiques, on va dire que c'est plus large, moins respecté. Pour la poste, c'est entre 8h et 16h, 9h à 15h pendant les jours de Ramadan. Parfois, le samedi, ça peut être ouvert dans les grandes villes. Pour les langues, c'est l'arabe, le français. Au nord, vous pouvez rencontrer de l'espagnol, proche de Ceuta et de Melilla, des enclaves espagnoles. Et puis, le berbère. Voilà, la Masie. Pour le téléphone, donc, si vous appelez au Maroc, l'indicatif du pays, c'est le 212. Si vous appelez la France, c'est le 33. Si vous appelez, vous mettez n'importe quel pays, vous mettez l'indicatif, vous faites 00 plus l'indicatif du pays. Les numéros du téléphone du Maroc sont à 10 chiffres, et c'est comme les Français, et en plus, leur numéro de portable commence par 06. Alors là, voilà, ça devient un peu chaud, surtout si le type, il a des numéros de téléphone français. Donc, à vérifier. L'indicatif, je le redis, 212. Les renseignements téléphoniques marocains, 160. Donc, ils sont efficaces, ça répond. Voilà. On peut utiliser, alors, pour le téléphone portable, il y a un truc, parce que sinon on va s'engager dans le roaming. Alors, vous savez vous avez des opérateurs qui votre opérateur va vous donner un nombre d'heures de roaming, donc ça vous fait un peu moins vous allez pouvoir appeler pendant un certain nombre d'heures gratuitement. Mais attention, l'Internet ne sera pas inclus dedans, donc vous allez vous faire allumer avec l'Internet, surtout quand il va y avoir les mises à jour. Donc il y a une solution, c'est de toujours avoir un téléphone que vous aurez acheté à l'étranger. Bon, si vous ne l'avez pas acheté, c'est votre premier voyage, vous l'achetez au Maroc, il sera débloqué, vous achetez un téléphone de seconde main, un téléphone d'occasion, basique, un truc pas cher, et vous allez mettre votre puce locale. Voilà. Et là, vous connecterez avec la Wi-Fi dans les hôtels, avec la Wi-Fi des hôtels, vous serez connecté avec WhatsApp, Viber, vous ferez la transaction Bluetooth, vous chargerez vos contacts et vous appellerez avec ce numéro de téléphone. Parce que sinon, voilà, c'est le mieux d'acheter la carte SIM sur place. Si vous pouvez aussi acheter la carte SIM et la mettre sur votre téléphone et la transformer, c'est parce que vous avez souvent des téléphones, des smartphones avec une double SIM et vous pouvez faire switcher avec cette nouvelle carte SIM. Voilà. Mais il se peut que votre téléphone ne soit pas débloqué et ça risque de ne pas marcher, donc vous devrez faire débloquer votre téléphone sur place. Voilà. D'où le fait d'avoir un deuxième téléphone d'occasion, que si vous perdez, ça va pas être un malheur, vous vous en servirez pour d'autres voyages. Justement, vous avez aussi la solution simple, comme je l'ai dit, je le répète, c'est de vous connecter au Wi-Fi dans les hôtels et les restaurants
à midi, etc., etc. Bon, si c'est un bout-bout, il n'y aura peut-être pas la bout de film. Maintenant, de plus en plus de personnes l'ont. Donc, si vous prenez l'option de quand même garder votre téléphone, n'oubliez pas d'enlever les mises à jour. C'est en mode avion, sinon vous allez vous faire allumer. Les choses, bon, après classique. Voilà, on va passer au conseil pratique pour l'Algérie. Alors, ça va être plus rapide. Alors, les formalités, passeport 6 mois, valable après la date, on va dire après votre entrée. Il vous faut un visa, il vous faut 2 photos, il vous faut une attestation d'assurance et de rapatriement. Pas de vaccination obligatoire. Par contre, les classiques sont recommandés, le DTCP, les hépatites A et B, la typhoïde, et si vous allez en zone rurale, la rage. Pour l'argent, alors c'est le dinar. Je me suis planté tout le long au Maroc en confondant avec le dirham. Ouais, ça va vous arriver aussi. Après, bon, on s'y fait. Vous avez le change, c'est à peu près 1 euro pour 160 dinars. Certains guides vous déconseillent de changer dans la rue. Ouais, bon, vous faites comme vous avez envie de le faire, et c'est beaucoup plus avantageux de changer dans la rue. Après, il faut être méfiant, il faut mieux être à plusieurs, pour pas se faire arnaquer. Et puis, bon, nous, on avait troqué, on avait vendu plein de fringues, des trucs comme ça. Là, pour la carte bleue, alors, dans les grands hôtels, ça passe. Pour la location des voitures, ça passe aussi. Les grands magasins et les restos, sur Alger. Pour l'hébergement, alors l'Algérie est un pays économique, les prix sont doux. L'hébergement, alors on va faire sur 4 catégories. Catégorie 1, c'est de 500 à 800 dinars. La catégorie 2, de 800 à 15 000 dinars. Catégorie 3, de 15 000 à 25 000. Et la catégorie 4, ça sera pour au-dessus de 25 000. Je ne saurais trop vous conseiller que de prendre, si vous pouvez, les grandes catégories, parce que les petites, c'est pas vraiment ça. Pour les restos, alors pareil, 4-5 catégories. Alors la première, moins de 300, la deuxième, moins de 600, la troisième, moins de 1000, la quatrième, de 1000 à 4000, et un peu plus de 4000, c'est la 5. Artisanat, vous avez beaucoup de choses, entre guillemets. Vous avez les bijoux en Kabylie, vous avez le cuir, on travaille du cuir, tout ce qui est d'inanderie, c'est-à-dire on travaille du cuivre. Les tapis, il y a quelque chose aussi d'intéressant que vous pouvez rencontrer, c'est les couvertures de Kabylie. Alors le tissu, c'est un tissage spécial, à mailles très serrées, ça prend pas beaucoup de place et c'est très efficace pour le froid. Et c'est joli en plus, c'est une déco, enfin vous avez plusieurs motifs qui sont variés, c'est très sympa. Vous avez aussi à acheter, ça c'est obligatoire si vous faites le désert, c'est le chèche. Alors le chèche, plus vous allez au sud, plus il est long. Dans le nord, il est à 2 mètres, mais un petit peu Touareg, il va rigoler avec 2 mètres, il ne saura pas quoi en faire. Les leurs vont jusqu'à 12 mètres. Bon, prenez 6, c'est pas mal. Vous avez acheté aussi, si vous voulez, de la vannerie, qui les poufs. On ne va pas vous vendre. Vous enlèverez la paille et vous la garnirez quand vous reviendrez chez vous. Pour le climat, vous avez, on va dire, 3 climats. Méditerranéen sur la côte, demi-aride sur les plateaux et désertique, bien sûr, dans le Sahara, avec des écarts hallucinants de température. Ça va du gel à plus 40 dans la journée. Les plateaux, style Atlas ou Atlas, Kabylie, tout ça, l'hiver est rigoureux, il fait froid et il peut neiger. Il y a même quelques petites stations de ski. Les meilleures saisons où vous habitez, ce sont les demi-saisons, le printemps et l'automne. Pour le Sahara, l'idéal c'est l'hiver parce que le sable est dur et vous allez comprendre pourquoi quand vous allez rouler dessus. Parce que même en plein hiver, à midi il fait chaud et le sable devient tout mou et c'est là qu'on s'enlise. Ensuite, vous avez pareil, pour les hôtels, les meilleurs, il vaut mieux prendre des hauts de gamme. Pour les campings, il y en a aussi, c'est possible, si vous avez votre tente. Et puis aussi, vous pouvez vous faire héberger chez l'habitant, ça nous est arrivé. C'est pas mal, hein, c'est sympa, parce que bon, l'hospitalité algérienne, c'est quand même quelque chose. La santé. Alors, obligatoire, antidiarrhéique classique et antidiarrhéique bactérien. Pour les hépatites, vous avez l'hépatite A et l'hépatite B, donc il faut vous faire vacciner. Vous faites attention à ce que vous mangez, attention, pas de crudité, attention à l'eau, c'est en bouteille ou alors filtré avec les cachets micropures, etc. La pharmacie, donc vous doutez bien qu'il faut qu'elle soit complète. Il vous faut des bandages, il vous faut des seringues, il vous faut des antibiotiques. Une parenthèse, ils sont de très bons docteurs. Il vous faut un aspi-venin, il vous faut des répulsifs à moustiques, donc des huiles essentielles de citronnelle, je le dis à chaque fois, filtre à eau, style catadine, il vous faut des pinces pour enlever des écharpes, des trucs comme ça, des ciseaux, il vous faut un antiseptique, voire 2 à spectre large. Il vous faut des lingettes, parce que si vous allez dans le désert, puisque là c'est plutôt quand même notre cas, pour vous nettoyer. Il vous faut aussi, c'est pas idiot, un pulvérisateur.
parce que vous pouvez prendre une douche avec un pulvérisateur quand vous n'avez pas beaucoup d'eau. Il vous faut, alors pour le désert, c'est déconseillé bien entendu, on me dit de ne pas y aller. Nous, c'est déconseillé maintenant, mais sachez qu'à la période où on y est allé, c'était beaucoup plus dangereux parce que c'était la guerre civile. Il faudra faire attention si vous restez dans les Casbah, plutôt dans le nord, sur Alger, etc. Attention aux voiles. Donc rien qui doit traîner dans les voitures. Et quand vous vous promenez, il faut qu'il n'y ait rien qui dépasse. L'idéal, c'est quand même pas la pochette, mais ces ceintures avec multi-poches. Et bon, vous mettez votre t-shirt par-dessus. Là, ça devient très compliqué de vous faucher quelque chose. Donc, rien qui dépasse des poches, parce que vous êtes des cibles, vous êtes repérables, et bon, voilà, pas vous faire un dessin. Pour, alors, le désert, les préparatifs, parce que vous pouvez louer des voitures, mais il va falloir vous équiper. Donc, il va falloir des bidons d'eau et des bidons d'essence. Il vous faut des plaques de fer pour vous désensabler. Éventuellement, ça peut marcher avec des sacs. Alors, quand on s'ensable, dégonfle la roue, mais il va vous falloir un gonfleur à pied ou un gonfleur électrique parce qu'il va falloir regonfler immédiatement dès que vous êtes sorti parce que dès que le terrain redevient dur, si vous êtes dégonflé, vous allez crever. Là, il va falloir aussi prévoir des réparateurs, des kits de réparation de pneus. Et il vous faut aussi des pneus de rechange parce que s'il éclate, là, vous ne pourrez pas mettre des rustines. Il vous faut un cric. Il vous faut des pelles, il vous faut un duvet, il vous faut des lampes, il vous faut des briquets, il vous faut de l'huile, pas pour faire la salade, mais pour le moteur. Il vous faut une trousse à outils complète. Bon, je ne vais pas énumérer tout ce qu'il vous faut comme trousse à outils, mais bon, voilà, tous les ustensiles, tournevis, clé à laine, etc., etc. Un marteau, il va servir, tournevis, pince. Fil de fer, n'oubliez pas, fil de fer. Vous savez, le fil de fer, c'est magique. Fait plein de choses. Prenez du scotch large, prenez des joints. La tube, c'est une espèce de joint bleu. C'est un tube, donc ça vous permet de faire beaucoup de joints avec ça, parce que les joints, ça n'en ont pas vraiment. Prenez des plaques de caoutchouc, vous découperez avec des gros ciseaux, donc emportez des gros ciseaux, parce que pareil, ça peut faire des joints. C'est utile. Prenez de la colle. Prenez des soudures, vous savez, ces bâtons de soudure à froid. Nous, on a, je ne me rappelle plus si je l'ai dit dans le premier audio, on a réparé un radiateur qui était dessoudé avec ça, sur un camion. Donc, ça tient. C'est breveté comme truc. Là, on ne fait pas la pub pour la marque, mais voilà, ça fonctionne bien. Il vous faut des popotes en alu pour faire la cuisine, il vous faut des réchauds avec des buts à gaz, il vous faut de la nourriture, donc ce sera des boîtes et du lyophilisé. Vous en trouverez sur le chemin des dattes. Alors ça, les dattes, on tient longtemps. Si vous prenez du lait en poudre avec les dattes, vous allez survivre, vous pouvez manger ça pendant 3 semaines. Vous ne mourrez pas de faim et vous serez, ça fait tout en un la date. Ça fait des légumes, ça fait donc les fibres. Pour les gens qui ont des problèmes de transit, ça va les aider. Même les noyaux de dattes sont récupérés pour allumer le feu. Voilà. Il vous faut une tente, pas obligé, mais au moins un sac, un sursac, si vous n'avez pas de tente. Ça a été le cas. Parce qu'on a eu des tentes la deuxième fois, mais la première fois, on n'en avait pas. Il vous faut un sac à dos. C'est important parce que vous êtes véhiculé, mais si vous tombez en panne et que votre voiture elle ne veut plus rien savoir, vous allez vous retrouver piéton. Donc le sac à dos, il va vous servir. Il vous faut, pas obligatoire, mais c'est vivement conseillé, vous savez, c'est matelas, pas le matelas de plage, mais le matelas ultra fin qui est autogonfleur. Et donc ça vous fait quelque chose qui vous rend un confort très acceptable pour passer une nuit. Il vous faut des chaussures type désert, une espèce de pâte au gaz pour marcher. Un chèche, je l'ai dit, donc ça c'est acheté parce que en même temps, le chèche, vous allez le tremper dans l'eau, vous entourez la tête avec, comme ils font les Touaregs là, et dans l'eau, ça vous fait votre climatisation portable, quoi. Voilà. Vêtements en coton, ample, parce que c'est très agréable, avec la chaleur, de la crème solaire, un chapeau éventuellement, si vous avez le chèche, vous n'avez pas besoin de chapeau, mais bon, prenez un chapeau qui se plie dans tous les sens, style bob un peu large, lunettes de soleil, là ça c'est obligatoire, carte. La carte topo, une carte topo qui vous dit les zones que vous allez traverser et une boussole, voire 2 si vous en perdez. La boussole, je vais pas dire la marque, mais celle avec l'azimut brutal que vous pouvez mettre par transparence sur la carte et calculer votre azimut. Si vous savez pas le faire, renseignez-vous, formez-vous et faites-le avant de partir. Parce que voilà, ça fait partie de ces choses à apprendre avant, parce qu'après c'est trop tard. C'est comme l'anglais et la natation, ça. Voilà. Faut l'apprendre avant parce que quand vous en avez besoin, c'est trop tard. Location de voiture, donc c'est possible. Demandez le contrat en français et vérifiez tous les détails. S'il y a quelque chose qui vous paraît louche, vous changez de loueur. Pour les déplacements, si vous n'êtes pas véhiculé, vous avez les taxis. Donc normalement ils ont un compteur, mais s'il est en panne, classique, vous demandez le prix à l'avance. Il y a des taxis collectifs. Alors là, le prix est fixé à l'avance. Les bus et les minibus,
c'est très lent, les minibus un peu plus rapides. Le train, il y a beaucoup de retard. L'électricité, c'est du 220. Les ouvertures de la poste, donc vous pouvez envoyer alors ça c'est génial. Si vous allez à Tamaracet, vous envoyez une carte postale de Tamaracet avec le timbre à date de Tamaracet, ça a de la gueule, et les gens qui reçoivent ce type de carte postale sont très contents, et en général ils la gardent. Le téléphone, c'est 00 plus indicatif du pays dans lequel vous allez appeler, et Internet, vous fatiguez pas, il y a des cyber partout à des prix exceptionnels. C'est style du 100 dinars pour 1 heure de connexion. Voilà, ça vaut que dalle. Après, les Wi-Fi, là où il y en a, classique, prenez, comme je l'ai dit plusieurs fois, achetez un téléphone de seconde main, un téléphone d'occasion, et puis si vous pouvez acheter une chip, j'allais dire une puce sur place, vous le faites. Sinon, vous irez dans les cyber, et voilà. C'est tout pour les conseils pratiques. Merci de votre écoute.